Imaginez un peu. Juste après la Seconde Guerre mondiale, une série de réunions, presque secrètes, les plus grands esprits de la planète se retrouvent dans une même pièce. Physiciens, anthropologues, mathématiciens. Mais ils ne sont pas là pour frimer avec leurs dernières découvertes, non. Ils sont là pour admettre un truc un peu gênant, ils ne se comprennent plus. Eh bien, c'est justement l'histoire incroyable des conférences Maisy, le berceau d'une idée qui a, littéralement, redéfini notre monde, la cybernétique. Et voilà, tout le problème est là. Après la guerre, la science explose, c'est vrai, mais elle se fracture. Les biologistes ne parlent plus du tout le même langage que les ingénieurs, les psychologues sont dans leur coin. C'est une vraie crise silencieuse. Le savoir s'accumule, mais dans des silos bien étanches, et du coup, impossible de s'attaquer aux vrais grands problèmes. Face à ce mur, la Fondation Macy a tenté une expérience complètement folle, les mettre tous ensemble et voir ce qui se passe. Alors, pour nous guider dans cette aventure intellectuelle, voilà le plan. On va d'abord voir l'ampleur du problème. Puis, on assistera à la naissance d'un mot qui a tout changé. Ensuite, on plongera au cœur de leur débat dingue sur ce qu'est l'esprit humain, sur les secrets de la communication, et enfin, sur leur rêve un peu fou d'une science capable de tout expliquer. Accrochez-vous, ça va secouer un peu les neurones. Allez, on commence par le début, cette fameuse panne de communication. Et attention, ce n'était pas juste un petit débat d'universitaire, non, c'était vu comme une véritable menace pour le progrès de l'humanité. Rien que ça. L'idée, au fond, elle est toute simple, mais complètement révolutionnaire pour l'époque. Et si, au lieu que chacun reste dans son coin à étudier l'atome, la cellule ou la société, tout le monde se penchait sur un seul et même sujet, l'être humain. Et plus précisément, les mécanismes de la communication. L'espoir, c'était qu'en décortiquant la manière dont on communique, on pourrait enfin créer un pont, un langage universel pour toutes les sciences. Mais voilà, pour unir un mouvement, il faut un nom, une bannière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un peu ramé pour trouver un mot à la hauteur de leur ambition. Sérieusement, vous imaginez devoir prononcer ça à chaque début de réunion. Bienvenue à la conférence sur les mécanismes de rétroaction et de causalité circulaire, c'est impossible. Ce titre à rallonge, il montre bien la complexité des idées qui brassaient. La causalité circulaire, les boucles de rétroaction, c'était hyper précis, mais ça ne faisait rêver personne. Il leur fallait un mot qui claque. Et c'est là qu'Heinz von Forster lance une idée, cybernétique. Ça vient du grec kubernetis, qui veut dire pilote ou gouvernail. L'idée de piloter, de guider des systèmes. Et là, l'effet est immédiat. Le mot cristallise tout ce qu'ils essayent de faire. C'est tellement fort que Norbert Wiener, le grand mathématicien qui avait posé les bases de tout ça, est submergé par l'émotion. Il pleure et il doit même quitter la pièce. Un mouvement venait de trouver son nom. C'est fou, non? Bon, maintenant, on rentre dans le dur. Le groupe s'attaque à une question vertigineuse. Le cerveau humain, au fond, c'est une sorte de machine. Et si oui, quel genre de machine? C'est là que les frontières entre la psycho et l'ingénierie ont complètement volé en éclats, pour le meilleur et parfois pour le pire. Le débat était vraiment intense. D'un côté, on avait Norbert Wiener, qui voyait l'humain comme un système fluide, continu, qui ajuste ses gestes en permanence, un peu comme quand on essaie d'attraper une balle. Et de l'autre, les travaux de Kenneth Craik, basés sur les artilleurs pendant la guerre, suggéraient tout autre chose, un modèle de cerveau intermittent. L'humain fonctionnerait par paquets d'infos, par étapes. Pas en continu, mais de façon discrète. Un peu comme un ordinateur qui traiterait les données par lot, en fait. Pour essayer de comprendre les rouages de l'esprit, ils n'ont pas hésité à prendre des chemins, disons, assez originaux. Par exemple, Howard Liddell a présenté ses expériences où il rendait des moutons complètement névrosés en les bombardant de signaux répétitifs et monotones. Pauvres bêtes. Mais l'idée, ce n'était pas d'être cruel, c'était de créer un modèle animal très simple pour étudier comment le stress et l'attente pouvaient faire dérailler un système nerveux. Et c'est là qu'on voit leur génie. Juste après la présentation sur les moutons, Warren McCulloch fait le lien avec un problème très humain, les opératrices des centraux téléphoniques. Soumises à un flot constant de signaux imprévisibles, beaucoup finissaient par craquer nerveusement. Et le plus fou, c'est que c'était souvent les plus intelligentes qui craquaient. C'est la même logique que pour les moutons. Un système nerveux sursollicité finit par planter. Un mouton, une opératrice, pour eux, c'était le même type de circuit. C'est quand même incroyable. Et ça va encore plus loin. Heinz von Forster, encore lui, propose une théorie carrément physique de la mémoire. Oubliez l'image de la bibliothèque bien rangée dans notre tête. Pour lui, un souvenir, c'est un ensemble d'impressions élémentaires qui, un peu comme des particules, perdent de l'énergie et se désintègrent avec le temps. L'oubli est un processus physique naturel. La seule chose qui peut lutter contre ça, c'est de se remémorer, de renforcer le souvenir. C'est comme si nos souvenirs étaient des châteaux de sable qu'on devait sans cesse reconstruire. Et attention, ce n'était pas juste une belle image. Ils ont poussé le raisonnement jusqu'à calculer l'énergie exacte nécessaire pour qu'un souvenir passe du court terme au long terme.
1,4 électronvolts. C'est une quantité d'énergie absolument minuscule, mais pour eux, c'était la preuve qu'on pouvait quantifier la pensée, qu'on pouvait trouver les constantes physiques de l'esprit. Allez, on change de sujet, mais on reste sur une idée fascinante, la façon dont notre esprit traite l'information. Si le cerveau est une sorte de circuit, alors le langage et les symboles, c'est son code. Mais ce code, il opère à des niveaux très différents, et certains sont complètement invisibles à notre conscience. Là-dessus, l'anthropologue Margaret Mead va rappeler au groupe une vérité toute simple mais fondamentale. Pour comprendre la structure de la communication, il faut regarder ce qu'ils l'apprennent, les enfants. Ils n'ont pas encore tous les filtres, toutes les conventions. Ils nous montrent le langage dans sa forme la plus pure, la plus essentielle. Et c'est tellement vrai. Puis, le psychanalyste Lawrence Kuby a apporté une distinction absolument cruciale. Notre capacité à symboliser, c'est la base de tout. Quand on utilise un symbole pour représenter une chose dont on est conscient, on crée du langage. Mais quand on utilise un symbole pour représenter une chose qu'on a refoulée, qui est inconsciente, alors là, on crée un symptôme névrotique. C'est le même mécanisme de base, mais le fait d'être conscient ou non change radicalement le résultat. Cette anecdote, partagée pendant une conférence, est juste saisissante. On a ce patient qui est normalement très lent à cause de ses lésions. Et là, on lui montre une photo de son officier, une image très chargée émotionnellement, pendant un 50e de seconde, un flash. Et instantanément, il hurle le nom de l'officier, accompagné d'une flopée d'insultes. Ça prouve que notre cerveau peut reconnaître, traiter l'info et réagir à une vitesse phénoménale, bien avant que notre esprit conscient ait eu le temps de dire « ouf ». Et tout ça, ça nous mène à leur quête ultime, leur ambition la plus folle. Après avoir exploré l'esprit, la mémoire, la communication, ils se sont posé la grande question. Est-ce qu'il n'existerait pas une loi universelle, un seul principe qui gouvernerait absolument tous les systèmes, qu'ils soient mécaniques, biologiques ou sociaux? La question à $1 million, quoi. La question est audacieuse, c'est vrai, presque folle. Est-ce qu'il peut y avoir une règle commune entre le fonctionnement d'un thermostat, la façon dont notre corps régule sa température et l'équilibre d'une société? Pour les cybernéticiens, la réponse était un grand oui. Et le concept clé derrière tout ça était d'une simplicité désarmante. Le concept magique, c'est la rétroaction, le feedback. C'est tout simple. C'est l'idée qu'un système peut s'autoréguler en utilisant le résultat de ses propres actions comme une nouvelle information. Pensez à l'apprentissage du vélo. Au début, on tombe. Mais chaque chute, c'est une information pour le cerveau. Ok, ça ne marche pas. Et petit à petit, en corrigeant, on ajuste ses mouvements jusqu'à trouver l'équilibre. C'est ça, la rétroaction. Et pour eux, cette boucle d'informations, c'était la signature de tous les systèmes intelligents, vivants ou non. Alors, au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Eh bien, l'héritage de ces conférences est tout simplement immense. Leurs discussions ont jeté les bases de l'intelligence artificielle, de l'étude des systèmes complexes, des sciences cognitives. L'idée même que l'information est une chose qu'on peut quantifier et traiter avec des circuits, ça vient directement de ces réunions. C'est juste énorme. Le point crucial, c'est qu'il ne faut pas oublier que les conférences Messi s'en est d'une crise de communication. Elles ont tenté de construire des ponts. Aujourd'hui, on fait face à une explosion d'informations, à une hyperspécialisation encore plus grande. On a plus de données que jamais, mais est-ce qu'on se comprend mieux pour autant? La question reste entière. Est-ce qu'on a réussi à résoudre le problème qu'ils ont posé il y a plus de 70 ans? Ou est-ce qu'on est juste devenu plus efficace pour construire des murs encore plus hauts? La discussion reste ouverte.